Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité Matapédienne bien branchée, cette semaine dans l'édition du 19 avril 2019. Nous faisons un retour sur 3 événements qui ont marqué la Matapédia dernièrement, soit la 43e édition de l'Aquaneige, le passage d'une délégation béninoise invitée par la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia et le rendez-vous Bouffe et Nous qui a eu lieu cette année à Lac-aux-Saumons. La MRC de la Matapédia a adopté la déclaration d'urgence climatique en présence de Dominique Champagne. Vincent Dufour nous en apprend encore à propos des bacs bleus et nous vous présentons un copropriétaire d'entreprise qui a décidé de bannir les sacs en plastique de son commerce à partir du 22 avril 2019, jour de la Terre. Pèlerinage Jeunesse Rimouski organise un mini-pèlerinage dans la vallée. Jonathan Lévesque, directeur des loisirs à la ville d'Amqui, vous propose d'excellentes suggestions pour divertir vos enfants en congé scolaire. Baseball Valley revient en force cette année, inscription dès le 4 mai. Et finalement, Mike Roy vous revient avec une nouvelle chronique livre. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre sœur Françoise Massé. J'ai comme entendu à l'intérieur de moi une petite voix qui m'a dit « C'est pas un homme que je veux que tu aimes, mais tous les hommes. » Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. Une présentation du complexe funéraire de la Vallée. En devenant membre de la TVC, vous contribuez à maintenir un véritable outil d'animation, d'information et de développement du milieu matapédien. Vous assurez la survie de notre organisme, vous contribuez au maintien de 4 emplois dans la Matapédia. Vous démontrez votre soutien au seul média 100% matapédien. En devenant membre de la TVC, vous nous permettez de nous développer pour vous offrir du contenu de qualité et de nouvelles productions originales. Nous commençons cette émission en vous présentant cette belle délégation béninoise qui est venue visiter notre région. L'objectif de la rencontre organisée à la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia était de permettre aux représentants africains de se familiariser avec le modèle et les valeurs du mouvement Desjardins. Cette expérience fut fort enrichissante. Poursuivons avec un incontournable l'Aquaneige. Plus de 8000 visiteurs ont participé aux différentes activités. 120 participants individuels et 60 en équipe leur en ont mis plein la vue. La nouvelle catégorie Aqua Junior a permis à 30 jeunes âgés de 5 à 13 ans de participer pour une première fois. Coup de cœur des visiteurs, la boum extérieure du vendredi soir avec la descente illuminée des gagnants de l'an dernier, avec le spectacle Mystica Circus et les feux d'artifice. L'événement sera de retour en 2020 du 17 au 19 avril. Du sport extrême, nous passons à la bonne bouffe. C'est logique. Mélissa, on va parler de Bouffe et Nous. Dis-moi, combien il y avait de personnes en tout, finalement? Oui, mais on a tenu un événement Bouffe et Nous, dans le fond, samedi passé, le 13 avril, à la salle multifonctionnelle du Lac-aux-Saumons. Puis, on a eu 125 personnes, donc 125 personnes qui ont acheté des billets à l'avance pour venir à notre événement. Il n'y avait plus de billets à vendre à l'entrée. On avait une quinzaine de bénévoles cuisiniers qui cuisinaient des recettes autant québécoises. On a eu des bines et des crotons végétariens, comme qu'on a eu des crêpes sénégalaises, des recettes marocaines. On avait vraiment une grande diversité au niveau de la nourriture qui était offerte. Et il y en avait de tous les âges qui étaient présents. Oui, c'était quand même drôle parce qu'on pouvait remarquer des jeunes de 3-4 ans qui couraient, qui jouaient à la tag, parce qu'on s'entend que c'est une très grande salle, la salle multifonctionnelle. Puis on avait des personnes un peu plus âgées qui discutaient entre elles en mangeant. C'était vraiment beau de voir tout l'interculturel et l'intergénérationnel là, autour de ce rendez-vous-là, qui était de thématique brunch plus. Oui.
Et il y en avait de tous les pays, toutes les saveurs, mais c'est un peu la thématique habituelle de Bouffez-nous. Et on espère que ça va revenir, mais c'est pas encore certain. Oui, bien dans le fond, on va se rencontrer, le comité organisateur, pour voir. Il devrait avoir un prochain rendez-vous. Reste juste à déterminer l'endroit et le moment, sûrement plus à l'automne. Oui. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ce soir, la déclaration d'urgence climatique vient d'être adoptée par la MRC de la Matapédia. Et je suis avec la petite Élodie qui commence déjà à faire un beau geste, faire la promotion du site lepacte.ca. Et nous en discutons avec l'initiateur, M. Dominique Champagne. J'ai eu le privilège de me faire donner comme cadeau du ciel d'être le maître d'œuvre de la grande réunion entre le Cirque du Soleil et l'œuvre des Beatles pour faire un spectacle à Las Vegas pour lequel on m'a donné un budget de 150 millions de dollars. Et en même temps, j'avais l'impression, je me sentais un peu comme le phoque en Alaska qui laisse sa famille pour aller faire tourner des ballons sur son nez au milieu d'une catastrophe écologique sans nom. La ville de Las Vegas, le royaume du gaspillage, le royaume du gaspillage d'énergie, les terrains de golf que je voyais quotidiennement ont commencé à me travailler à un point tel qu'après le soir de la première, après avoir bien fêté avec Paul, Yoko, Ringo et compagnie, je suis parti avec ma femme, mes 3 fils, mes beaux-parents dans les forêts de Californie, pas très loin, embrasser à 4h30, 5h du matin les grands séquoias, les grands arbres, un peu pour me rapprocher de la nature puis me réconcilier. Puis quand je suis rentré à la maison, j'ai une petite maison de campagne entre Québec et Trois-Rivières sur le bord du fleuve. J'ai planté des arbres jusqu'à la fin de l'été. En quête d'une espèce de rédemption, parce que je n'avais pas la conscience tranquille de m'être éclaté comme un cochon, comme artiste, excusez l'expression, puis en même temps d'avoir nourri cette catastrophe écologique-là. Je suis fier aujourd'hui de vous dire que j'ai fait partie pendant 4 ans de la gang d'Irréductibles qui, à partir de ce soir-là ou à partir de ces jours-là, s'est levé debout pour dire non au débarquement de l'industrie du gaz de schiste sur notre territoire. À force de beaucoup de courage, beaucoup d'intelligence, beaucoup de bénévolat, des heures, des semaines, des mois de dévouement, de rigueur intellectuelle à étudier des rapports, à faire de la recherche, à se présenter au bureau d'audience publique avec des questions documentées, solides, une armée de citoyens sans histoire, des ingénieurs, des retraités, des profs, des cultivateurs, des producteurs laitiers, maraîchers, des artistes, des grands gueules de mon espèce, alliés à des gens du milieu environnemental, on a imposé le respect à une industrie toute puissante qui avait la complicité du gouvernement et qui nous disait que ce qu'on allait faire là, c'était créer de la richesse. L'annonce de la conférence de M. Champagne a fait écho jusqu'aux oreilles de Irak Gray, un Micmac qui est venu pour l'événement accompagné de sa conjointe matapédienne de souche, Marianne Dark-Peter. Tous deux ont pris parole pour témoigner des ravages causés par l'exploration pétrolière en Alberta et aux États-Unis. Alliance. Marianne, tu es ici parce que il y a un nouveau mouvement, un mouvement qui est commencé tranquillement, mais là, ça aboutit avec un site Internet. Parle-moi où vous en êtes rendu. Oui, donc demain va être lancé le site Internet protectiondel'eau.net, qui est le site d'une association au service de la protection de l'eau. Donc, quand on parle de l'eau, on parle aussi du territoire, donc les terres, les territoires forestiers. Puis, c'est pour aller chercher un fonds de défense collectif pour la protection de l'eau sur nos territoires respectifs, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie. Donc, sur ce site-là, on explique la situation qui se passe en ce moment avec les différents projets qui planent au-dessus de nos têtes pour les différents secteurs. Mais on parle aussi d'une action collective, de s'allier ensemble avec la nation métisse, les Premières Nations, les regroupements et les citoyens pour faire ce fonds-là et aller défendre nos droits par rapport à l'eau avec les traités de la nation métisse et aussi des Premières Nations. Donc, pour aller déposer ces injonctions-là pour mieux protéger notre territoire. Sur le site, on annonce aussi le Festival de l'eau en Gaspésie à Gaspé, qui va être une première édition cette année, le 27 juillet, qui se fait en ce moment en collaboration avec Gaspeg et Gaspé. Gaspeg, c'est la communauté Micmac qui est basée à côté de Gaspé. Bien, bonsoir, mesdames et messieurs les élus. Nous sommes à notre 2e visite en 2 mois. On commence à y prendre goût. Donc, en ce début, en fait, du mois d'avril, nous sommes venus encore une fois
vous aider à adopter la DUC, la déclaration d'urgence climatique. On a constaté qu'elle était à l'ordre du jour. Super, on est très heureux. Donc, et la résolution aussi s'opposant à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures sur le territoire matapédien. Donc, la résolution qu'on vous avait soumise antérieurement, qui manifestait clairement, en fait, notre volonté de s'unir avec la MRC de la Métis, la municipalité de Sainte-Luce, également aussi dans une vision bas-laurentienne, gaspésienne, de prendre clairement position contre le développement, que ce soit toute forme d'exploration pétrolière et gazière sur le territoire matapédien, mais aussi plus largement en Gaspésie et dans le Bas-Saint-Laurent. Écoutez, quand on a fait la rencontre de travail, il était rendu passé 11 heures le soir, donc les élus ont décidé de reporter certains éléments. Puis je vous dirais que dans le fond, au niveau de cette résolution-là, concernant le pétrole, elle va revenir à notre prochaine séance de travail pour qu'on puisse finaliser d'aborder la question, puis de finaliser aussi de quelle façon on veut justement adresser la résolution. Donc, je ne sais pas si, je pense que c'est la réponse que je peux vous dire ce soir. Donc, effectivement, on a réussi à prendre une considération concernant la DUC, comme vous l'appelez. Donc, elle est à l'ordre du jour, fait que vous verrez tout à l'heure un peu le positionnement qu'on prend, tout de suite après d'ailleurs. Et pour l'autre, c'est ça, dans le fond, pour l'autre résolution, on va attendre à la prochaine séance pour pouvoir officiellement adopter la résolution qui sera proposée à ce moment-là. J'aurais peut-être une dernière question, peut-être qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont vouloir poser des questions aussi, mais on aimerait savoir en fait combien que de comités de suivi sont créés actuellement sur le territoire de la Matapédia. Et en fait, c'est ça, c'est concernant les comités de suivi. Donc, on aimerait savoir combien il y en a présentement, puis qui siège sur ces comités de suivi-là. Puis, on se questionne aussi sur leur raison d'être, là, parce que on a comme l'impression que ces comités de suivi-là sont mis en place pour favoriser l'acceptabilité sociale. Nous, ici, à la MRC, on a été sollicités, je vais m'en tenir à la MRC, on a été sollicités pour des projets qui seraient possiblement sur les PNO. Oui, la rivière Vaseuse, oui. La juridiction de la MRC, c'est celle-là. Mais il y a des élus autour de la table ici, effectivement, de faire des projets plus dans leur municipalité qui sont sur le territoire, qui ont été ciblés. Puis le mandat, écoutez, on a posé certaines questions, nous aussi, il y a un flou un peu, mais écoutez, la mécanique n'est pas claire encore, je pense, de la part du ministère non plus. Mais vous savez, on va apprendre ça aussi. Là, on a posé des questions, on attend certaines réponses, nous aussi, là, par rapport à ça. Est-ce qu'on peut nommer ces municipalités-là? Moi, je n'ai pas la réponse ici. Là, parce que lever la main sur le projet. Oui, Anne-Marie est là. Oui, effectivement, il était approché, donc je suis. Et pourquoi vous pensez? Vraiment, on a fait depuis hier après-midi, j'ai appris qu'aux sessions de MRC ou de municipalité, les gens peuvent poser des questions, mais on n'est pas tenu de répondre selon le gouvernement. Et bien, on va quand même donner un élément d'information. Ce qui est suivant, il ne faut pas vous penser a priori que les gens autour de la table, les maires ici, sont des irresponsables qui vont endosser un projet comme celui qui pourrait être potentiel. La nuance qu'il faut apporter, c'est là-dessus qu'on se questionne actuellement. Il y a des gens qui sont contre, on met le chapeau, on n'en parle plus. Il y a d'autres gens qui disent, on est contre aussi. Sauf qu'on va nuancer, on va essayer de voir venir un peu la situation. C'est là qu'on est. C'est pour ça qu'on réfléchit. C'est pour ça qu'on est bien se positionner. Parfait. Ça peut être la réponse. Merci pour la vous laisser dans l'information. Mais là, c'est parce que là, je veux laisser la parole aux citoyens. M. Fournier, un court commentaire, je vous laisse le droit, là, mais... Exactement, pour ne pas dans le même sens que mon collègue. On a rencontré, on a fait venir la MRC, le ministère des Affaires... ressources naturelles. Justement, pour bien connaître c'est quoi cette loi-là, parce qu'avant d'entrer là-dedans, il faut aussi qu'on a assuré des compétences. Et on a commencé à faire nos devoirs, savoir c'est quoi la loi, qu'est-ce qu'elle propose,
c'est quoi les obligations qu'envers la loi pour être capable de bien se positionner sur le comité où on devra représenter la loi. En 2011, il ne faut pas oublier qu'à Saint-Léon-le-Grand, on avait été approchés, on avait vécu quelque chose. Puis on avait même fait une assemblée au sous-sol d'église où le sous-sol était plein. Il aurait fallu trouver une autre salle, mais à Saint-Léon, ça aurait été à l'église même. Donc, il y avait plus que 1100 personnes qui étaient là. On a déjà fait un processus avec la compagnie Gastem qui était avant celle qui vient cogner à nos portes dans la vallée. Puis quand on a pris toutes les informations, ça veut dire que ça peut servir encore, c'est la même compagnie. Puis tout ce qu'ils nous ont raconté, oui, c'est la même compagnie. N'oublions pas, Gascorp, c'est la suite de Gastem. Puis en arrière de tous eux autres, quand on a fait des recherches, on s'est ramassé en Alberta. Puis après ça, on s'est ramassé en Arabie. Ça vous donne une idée que les joueurs qui sont dans le pétrole et dans le gaz, c'est pas des deux de pique financièrement. Il y a de la grosse argent, etc. Je lève mon chapeau à notre maire qui a suivi l'ensemble de la piste qu'on a faite. Puis il y a une affaire qui est sûre, à Saint-Léon, ils savent qu'ils ne peuvent pas venir. Mais le détour par les TNO puis s'en aller sur la vaseuse, je trouve ça cheap, solide. Donc, gardez l'œil ouvert. De toute façon, nous autres, à Saint-Léon, si on avait plus que 2 yeux, il serait tout ouvert. Si je peux me permettre, je ne suis pas un citoyen de la région, mais je suis un citoyen du Québec et j'ai fait partie de la quelques centaines de citoyens qui avons cotisé pour aider la municipalité de Restigouche et le maire Boulay quand il a été mis dans le pétrin par une compagnie pétrolière qui a abusivement usé de son autorité. Il a fallu qu'on se cotise à plusieurs pour pouvoir soutenir une municipalité qui n'avait pas les moyens de faire face à la poursuite. Méfiez-vous. On vit dans un monde où la science nous répétait récemment, les plus grandes expertises mondiales nous disent que par rapport aux hydrocarbures, là, il faut opérer un changement rapide et radical de nos façons de faire et que de 80 à 85 des ressources connues en pétrole, les ressources connues, les territoires qui ont déjà été explorés, devraient rester dans le sous-sol. Donc, si je comprends, Jacques Perron, qui est un lobbyiste connu, rencontre l'ensemble des maires de la MRC lors de rencontres qui ont déjà eu lieu et qui vont avoir lieu le 29 avril, plus la possibilité de rencontrer des maires de façon individuelle dans chacune des municipalités. Je comprends bien? J'ai la preuve avec Val-Bréand. D'accord. Bon, il ne faut pas avoir peur des mots. À un moment donné, du lobbying, c'est du lobbying. Il vend sa salade. Je veux dire, c'est un vendeur de toast, c'est un vendeur... Il vend sa salade. OK, c'est bon. Mon autre question. Tantôt, Stéphane a posé la question, sauf que je n'ai pas aimé la réponse. Je le repose. Est-ce que vous avez l'intention de votre côté? Parce que quand on défend un dossier, on va chercher toute l'information. Vous êtes d'accord? D'un côté comme de l'autre. Est-ce que vous avez l'intention de rencontrer des gens indépendants, des experts indépendants dans le domaine qui vont aussi vous éclairer dans le dossier? Puis je ne parle pas nécessairement des gens du gouvernement ou des affaires municipales. Il y a eu des gens qui sont venus nous faire des présentations, il y a des élus qui n'étaient pas présents à ce moment-là. L'information leur a été acheminée. On suit l'actualité aussi. Écoutez, c'est sûr. Chantal. On va chercher des avis d'experts, c'est sûr. C'est sûr qu'on ne les fait pas venir ici, mais on a déjà rencontré des gens, là. Je parle de rencontres organisées au même titre que vous avez des rencontres organisées avec Jacques Perron. Jacques Perron se déplace, il vient le 29 avril, je ne sais pas à quelle heure il vient. Il vous rencontre. Organisé à ce niveau-là. On n'en a pas d'organisé. OK, c'est ce que je veux savoir. Mais avant d'inscrire un point à l'autre jour, il faut que je m'assure que tout le monde est d'accord avec ça. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, on va l'appeler. Moi, je le mettrais là, avis expert, rencontre d'un expert dans le dossier des hydrocarbures. Ça vous va? Rencontre d'experts avec un S. Merci. Considérant qu'une déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique a été lancée au cours des derniers mois, considérant
que les éléments évoqués dans cette déclaration rejoignent les préoccupations des élus de la MRC de la Matapédia, à savoir l'augmentation dans l'atmosphère des gaz à effet de serre provenant de l'industrie des transports, de l'agriculture et de la fonte du tergilésol. Excusez, je suis pas bonne dans ce terme-là. Oups, c'est parti. Et l'augmentation de la température moyenne du globe qui, par sa vitesse, dérègle de façon sans précédent le climat mondial, que tous les indicateurs scientifiques montrent que nous sommes en crise climatique, que nous nous dirigeons vers un bouleversement climatique qui menace nos milieux de vie. Les actions et les décisions des acteurs politiques mondiaux ne sont pas suffisantes pour contrer les effets prévus et mettre en place des stratégies efficaces d'intervention, que le Conseil de sécurité de l'ONU qualifie le changement climatique d'amplificateur de menaces à la paix et à la sécurité, considérant que la situation actuelle est considérée comme une crise climatique d'importance majeure et qu'elle amène des enjeux à nos sociétés dans les niveaux économiques, de la santé humaine, alimentaire, environnementale et de la sécurité tant nationale qu'internationale, considérant que l'éco-territoire habité présente des scénarios de développement durable visant directement plusieurs des principes évoqués dans la déclaration d'urgence climatique, considérant que les élus du Conseil de la MRC de la Matapédia sont très préoccupés par tous les éléments en lien avec ces déclarations, en conséquence sur une proposition de appuyée par, il est résolu que la MRC de la Matapédia déclare et reconnaît l'état d'urgence climatique en ce sens. Elle demande aux différents gouvernements provinciaux et fédéraux de reconnaître et déclarer l'urgence climatique, de mettre en place des plans de transition d'urgence pour contrer les impacts prévus, en parenthèse, l'effondrement économique, la crise de santé publique, l'économie alimentaire mondiale, anéantissement de la biodiversité et crise de la sécurité nationale et internationale, de mettre en place des mesures immédiates afin de réduire de toute urgence les émissions de gaz à effet de serre, de voir avec la communauté scientifique pour la mise en marche de plans de transformation sociale, économique et énergétique reconnus, et évidemment prévoir des ressources techniques, sociales et financières pour abolir notre dépendance des énergies fossiles et ainsi déclencher la transition vers une société neutre en carbone. J'ai plus de salive. Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient... C'est conforme? Monsieur Lévesque propose. Appuyé par M. Basile, c'est ça? J'ai entendu. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Donc, on serait unanime? Ouais. Monsieur Champagne, la MRC de la Matapédia vient d'adopter la déclaration d'urgence climatique. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici ce soir? Je suis très excité. Vraiment, je pense qu'il se passe quelque chose, un mouvement citoyen important depuis quelques mois avec les déclarations d'urgence climatique. C'est un outil qui est donné aux citoyens pour les amener aux élus qui sont peut-être les plus sensibles au réchauffement climatique parce que c'est les gouvernements de proximité qui sont pris aussi avec les impacts, qui gèrent les inondations, qui gèrent les feux de forêt, les sécheresses, les canicules, c'est les municipalités. Alors, il y a une prise de conscience là, de plus en plus large, de plus en plus importante, massive, de préoccuper, de se dire, OK, il faut faire quelque chose. Reconnaître l'urgence climatique, c'est la première chose qu'il faut faire. Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? S'assurer qu'on va atteindre nos cibles. La science nous dit qu'il faut réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d'ici les 10-12 prochaines années. Donc, opérer un changement rapide, radical de nos façons de faire, en commençant par s'éloigner du pétrole et du gaz. Donc, je suis content aussi de voir les débats qu'il y a autour des hydrocarbures. On sent qu'il y a un manque d'acceptabilité sociale évident dans la vallée de la Matapédia par rapport aux projets pétroliers qui sont en cours en Gaspésie. Alors, je ne peux que me réjouir du fait que les élus ont adopté aujourd'hui la déclaration d'urgence climatique. Mais 6 à 8 comités déjà sur le territoire, est-ce que c'est surprenant pour une MRC comme la nôtre? Je pense que l'industrie va être soucieuse, compte tenu de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, de fabriquer de l'acceptabilité sociale. Mais je pense que le fond des choses, là, le mouvement de masse le plus grand, le plus consensuel, va à l'encontre de nouvelles explorations, de nouvelles exploitations en pétrole et en gaz. Ce que le gros bon sens nous dit, là, on le voit, là, le monde se dégrade. Ce que le gros bon sens nous dit, c'est qu'il faut s'éloigner du pétrole et du gaz, pas continuer de s'y enfoncer. Alors, on a beau nous faire miroiter de la création de richesses, de la croissance économique, du gaz naturel renouvelable ou du bon pétrole bien extrait, là, ces énergies-là sont des énergies sales, fossiles, qui dégradent notre monde. Il faut opérer la transition
énergétique de notre économie, la transition écologique de notre économie. Puis la résolution de ce soir va dans ce sens-là. Et je pense qu'il n'y a pas de comité bidon, là, de comité de citoyens bidons qui vont fabriquer de l'activité sociale motivée par l'industrie. Je pense que ça ne passera pas. Et la force du nombre aussi, en signant le pacte, ça peut faire une différence. Vous l'aviez prouvé pour un BAP. Oui, je pense que, en fait, quand on signe le pacte, ce qu'on dit, c'est on va faire notre part comme individu et on peut faire notre part. Il y a des choses qu'on peut faire. Mais il y a aussi des gouvernements qui doivent prendre leurs responsabilités dans les grandes politiques publiques. Et c'est sûr qu'avec la force du nombre, on est capable de faire entendre notre voix. On a gagné, les luttes citoyennes ces dernières années, là, on a gagné la saga du gaz de schiste, on a gagné la bataille d'Anticosti, on a gagné la bataille de Kakuna, on a gagné la bataille d'Énergie Est, on va gagner la bataille du pétrole en Gaspésie, comme on va gagner la bataille du gazoduc qui essaye de nous passer maintenant en remplacement d'Énergie Est au Saguenay. On n'en veut plus d'un monde qui continue à se dégrader. Il faut nourrir l'espoir. Moi, je suis le père de 3 enfants. Mon grand-père est né dans un monde où on pouvait boire l'eau à même le ruisseau. Et moi, je suis très conscient du fait que je vais laisser en héritage à mes 3 gars un monde en pire état que celui que j'ai reçu de mon père. Il faut donner de l'espoir. On est conscient qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qui va bien. On est conscient que le premier grand responsable, c'est le pétrole puis le gaz. Puis il faut opérer un changement. Signer le pacte, c'est militer en faveur du changement. C'est dire, moi, je vais faire mon bout, mais il faut que les gouvernements puis la grande industrie fassent son bout aussi. Ça peut être des petits gestes, comme moi, j'ai arrêté de me teindre les cheveux, mais il peut y avoir d'autres choses aussi à faire, des petits gestes qui sont cités sur le site Web aussi. Absolument, oui. Tu sais, sur le site du pacte, on suggère une somme de gestes, d'actions, de gestes individuels qu'on peut poser, mais il ne faut pas se leurrer. Les petits gestes, ça ne suffira pas. Ça prend aussi de la volonté politique. Et si les gouvernements manquent de volonté politique pour imposer à l'industrie et à nos comportements de société le respect, bien, il faut que les citoyens, les hommes et les femmes de bonne volonté se lèvent. Et c'est ça à quoi j'assiste aujourd'hui à Amqui. Alors, on invite tout le monde à signer lepacte.ca. Merci, oui, on signe lepacte.ca. Merci. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles est responsable du traitement et de la diffusion de l'information relative à une saine gestion des matières résiduelles. Voici M. Vincent Dufour, coordonnateur. Vincent, aujourd'hui, on va parler bac bleu. C'est très intéressant le bac bleu parce que ça fait quand même plusieurs années que ça existe dans notre région. Puis, ça a commencé surtout avec le papier. Maintenant, il y a le verre, le plastique, évidemment. On va commencer par le plastique, je crois. Parce que ce qui est intéressant, c'est le petit triangle avec les chiffres à l'intérieur. Mais oui, quand tu dis ça fait longtemps quand même. Quand on regarde un peu dans l'historique, ça date des années 90, qu'il avait commencé à avoir des efforts dans Matapédia pour ramasser le bac bleu. Puis, à partir de début 2000, là, on a vraiment eu quelque chose de concret avec un centre de tri qui est situé à Montjoly, puis qu'il y avait des camions de collecte et tout ça, des bacs bleus chez les gens. Donc, ça fait quand même 15-20 ans là, qu'on participe. Puis, ça paraît dans les quantités aussi, parce qu'on a quand même des bonnes quantités par rapport à ça. Plastique, évidemment, on va commencer par le commencement. Le plastique, c'est celui qu'on a beaucoup, mais en même temps, c'est pas lui qu'on a le plus. Mais c'est lui qu'on a le plus de versions différentes. Ouais. Donc, on a le petit triangle qui souvent est accompagné d'un numéro à l'intérieur. On se demande des fois, c'est quoi ce petit numéro-là? C'est simple, ça décrit juste c'est quelle sorte de plastique. Donc, il y a différents polymères de plastique. Nous, ici, dans la région, le plastique 1 à 7 sont recyclés, sauf un en particulier. Le plastique numéro 6, qui est non rigide, donc et c'est celui qui est du styromousse en réalité. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est le seul qu'on ne peut pas recycler dans le bac bleu pour des raisons... c'est contraignant technologiquement et en transport, le styromousse. Mais le plastique 6 rigide, par exemple, si vous avez
des fois, il y a des barquettes alimentaires qui sont, pour les champignons, par exemple, qui sont en plastique 6 rigide. Des fois, si vous avez un doute, c'est tout simplement si vous enfoncez votre ongle dedans à un plastique numéro 6 et que l'ongle rentre, c'est un styromousse. Et s'il ne rentre pas, c'est un plastique rigide. Vous pouvez le mettre dans le bac bleu. Également, il y a aussi des contenants, des fois, qui ne sont pas identifiés, malheureusement. On peut parler des fois des petits cups de yogourt. Il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. Bien souvent, si c'est un contenant, s'il est nettoyé, il n'y a pas d'autre matière, vous pouvez quand même le mettre. Ils vont savoir au centre de tri. C'est surtout quand c'est des plastiques qui sont mélangés, par exemple, différentes sortes de plastiques, des plastiques avec du métal, avec du papier, avec ci, ça. Cela, c'est plus à faire attention, mais c'est vraiment... Si on parle de contenants en plastique, généralement, sont recyclables. Et maintenant, on peut se diriger vers le verre. Vers le verre, les bouteilles, les contenants alimentaires, tout ça, ça va dans le bac bleu. Tout ça pour dire, pour le verre et pour le plastique, on a une question qui nous en vient souvent. Qu'est-ce qu'on fait avec le bouchon? La consigne générale, c'est si le bouchon est la même matière, laissez-le dessus. Puis si c'est pas la même matière, enlevez-le. Par exemple, pour une bouteille de plastique, une bouteille d'eau, par exemple, le bouchon est en plastique, bien, vous pouvez le laisser dessus. Puis si, mettons, par exemple, une bouteille de vin, maintenant, des bouteilles avec un bouchon vissable en métal, bien, lui, vous le retirez. Okay. C'est aussi simple que ça. Donc, idéalement, on essaie tout le temps de bien séparer les matières. Mais quand on parle de verre, les ampoules, ces choses-là, les fluorescents, là, c'est pas la même chose. Là. Non, idéalement. Non, c'est ça. Tout ce qui est ampoule, surtout les fluos compacts et tout ça qui contiennent du mercure, ça, évidemment, c'est important d'aller porter, par exemple, chez Rona et chez Unimat. Mais quand on parle du verre, c'est généralement les contenants en verre là, qu'on vise, là, et non pas, par exemple, la vitre, qui n'est pas du verre. Là, la vitre, vous allez porter ça à l'écossande. C'est vraiment le verre, les contenants de verre. Papier, carton. On sait qu'il ne faut pas que ça soit souillé. Hein? Mais quand on parle de souiller, c'est quoi le degré de souillure? Bien, pas trop. Dans le fond, souvent, on prend l'exemple de carton de pizza. Des fois, dedans, il va juste avoir une petite tache de gras. Puis là, les gens, mais là, je mets où? Mais c'est pas grave. Là. Vous pouvez quand même le mettre dans le bac bleu. C'est pas dramatique. Évidemment, si c'est du gras à la grandeur, bien là, mettez-le dans votre bac brun. Donc, c'est simple que ça. Des fois aussi, c'est pratique de le mettre dans le bac brun parce que ça permet par exemple, de le mettre dans le fond du bac puis d'assurer un décollement. Donc, vous pouvez l'utiliser comme ça aussi. Papier carton, évidemment, ça, c'est le gros du bac, là, en passant, là, quand on regarde dans les centres de tri. C'est important que ça soit le plus en vrac possible, que ça soit facile à trier. Aussi, il y a des fois des gens qui me demandent mais les verres de carton, par exemple, de restauration rapide, de café, est-ce que ça y va, même s'il y a une petite cire dedans? Oui, ça va dans le bac à recyclage. Donc, même, par exemple, vous allez au café, il y a le contenant en carton puis le petit dessus en plastique, les deux sont recyclables. Puis, généralement, dans les restaurants, là, à part les pailles, là, c'est soit recyclable ou compostable. Là. Fait que ça vous donne une idée. Là. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Carton de lait aussi, aucun problème. Les Tetra Pak, les fameux contenants de jus, qui, à l'intérieur, si on le déchire, on verrait qu'il y a un petit film d'aluminium. Ça aussi, vous le mettez dans le bac bleu. J'ai oublié, en parlant de plastique, les sacs de plastique. Ça, c'est mieux de les mettre en sac. Puis il y a aussi les sacs de lait. Est-ce que ça peut aller dans le sac de sac ou on doit mettre ça à part? Vous pouvez mettre ça en sac de lait, sac de pain, sac d'épicerie. Dans un monde idéal, c'est ça. On essaie d'éviter les sacs d'épicerie. On prend des sacs réutilisables, mais on se retrouve tout le temps avec des sacs quand même comme les sacs de lait ou les sacs de pain. Vous pouvez mettre ça ensemble dans un sac de sac. Avant, il y avait la consigne de mettre ça pêle-mêle, mais là, avec les nouvelles technologies, les nouvelles machines de centre de tri, c'est mieux de mettre ça dans un sac de sac. C'est plus facile à retirer de la ligne. Donc, c'est pour ça qu'on demande ça. Puis, il nous reste une matière qui est le métal. Donc, les contenants métal, les cannes, par exemple. Donc, les cannes de sardines, les cannes de jus de tomate, les cannes de... on fait en nommer plein, qui va dans le bac bleu. L'important dans tout ce que j'ai nommé, surtout au niveau des contenants, c'est de s'assurer qu'il ait été rincé. Là, il y a des gens, des fois, qui vont être plus catholiques que le pape, là, prendre le pot de beurre de pinot, mettre ça dans l'eau, dans la vaisselle, nettoyer ça jusqu'à temps que ça soit clean. L'important, c'est qu'il y ait le moins de gros résidus possible.
L'exemple que je prends souvent, c'est les pots de mayonnaise. C'est sûr que si vous ne le nettoyez pas, vous mettez ça dehors, ça passe 2 semaines au soleil avant que le bac bleu passe, avant que la collecte passe, que ça s'en va au centre de tri. Les employés au centre de tri n'aimeront pas beaucoup ça. Ouais. Donc, c'est important de quand même nettoyer, puis en même temps, c'est des contaminants et tout ça. Donc, simplement de rincer. Souvent, on dit juste rincer pour s'assurer que le plus gros soit décollé. On met le bouchon, on brasse un peu. C'est simple que ça. Et pour de beurre de pinot, des fois, ou des choses comme ça, c'est plus dur à décoller. Des fois, on peut juste mettre de l'eau dedans, laisser ça attendre une nuit, puis le lendemain matin, ça part tout seul. Là. Fait qu'il y a toutes sortes de solutions qui existent. Puis vous mettez ça dans le bac bleu, vous mettez ça au bord du chemin. Puis c'est aussi simple que ça. Et il y a un avantage environnemental à faire ça, mais aussi un avantage économique parce que tout compter, le bac bleu, quand vous mettez une matière dedans, ça nous coûte 10 fois moins cher à traiter que si vous la mettez dans les déchets. Donc, pour la même tonne de papier que vous produisez durant l'année, si vous le mettez dans le bac bleu, ça va nous coûter 10 fois moins cher que si vous le mettez dans le bac vert. Donc, il y a un avantage à ça. Mais évidemment, ce qui est mieux, c'est de réduire à la source, de choisir convenablement ce qu'on achète au départ. Bien, c'est ça un peu, pour reprendre l'exemple de tantôt, les sacs de réutilisables d'épicerie qu'on suggère beaucoup aux gens. Il y a beaucoup de gens maintenant qui commencent même à acheter en vrac, donc qui vont prendre leur promotion, aller chercher en vrac la mode un peu zéro déchet. Et ça commence même à s'implanter tranquillement pas vite des épiceries qui offrent des choses sans emballage. Donc, profitez-en, essayez de réduire, essayez de... C'est pas très difficile, c'est pas... Puis bien souvent, on va même économiser de l'argent. Donc, il faut voir ça aussi de ce côté-là, parce que à toutes les fois que vous achetez un produit, il faut penser que, oui, c'est recyclable dans le bac bleu, mais quand vous l'achetez, dans le fond, la compagnie qui a fait le produit vous charge déjà, parce qu'eux, ils ont payé pour la collecte sélective. Donc, ils vous chargent déjà ça. Donc, vous payez une fois. En plus, vous le mettez dans le bac bleu, vous allez payer... Il y a vos taxes municipales une deuxième fois pour que ça soit traité. Tandis que si vous ne l'avez pas acheté à la base, parce que vous avez réduit à la source, parce que vous réutilisez, vous allez économiser de l'argent. Et si on choisit des objets sans emballage, bien, les entreprises vont produire aussi des objets sans emballage. Bien, c'est ça aussi, c'est un peu le vote par le portefeuille, comme on dit, où est-ce que c'est évident que si en tant que consommateur, vous avez un pouvoir quand vous allez au magasin et que vous achetez tout le temps des produits, ou vous demandez des produits à l'épicerie qui ont moins d'emballage, dans les fruits et légumes, par exemple, bien, éventuellement, les commerces s'ajustent pour répondre aux besoins de la clientèle. Le fameux client a toujours raison, mais ça va dans toutes les directions, dont une direction qui est pro-environnement. Merci beaucoup, Vincent. Pour de l'information sur votre bac bleu, bac brun, écocentre, point de dépôt et plus encore, visitez le www.ecoregie.ca ou encore téléphonez au 88 629 2053, poste 1138. Comme nous venons de discuter avec Vincent Dufour, c'est toujours préférable de réduire à la source, même si recycler, c'est bien. Et ici, chez Checksa, il y a une bonne résolution qui a été prise pour le jour de la Terre. Oui, en fait, on a pris la décision à partir du 22 avril 2019 d'éliminer complètement l'émission de sacs de plastique à usage unique. Donc, on offre, depuis qu'on est ouvert, des sacs de plastique à nos clients qui peuvent mettre leurs achats dans les sacs. C'est quelque chose qu'on voulait réduire. On s'est dit qu'on avait une emprise réelle sur ça. Donc, on a choisi vraiment de les éliminer à partir du 22 avril. Déjà, depuis plusieurs mois, même quelques années, on n'offrait plus les sacs d'emblée à nos clients. C'est-à-dire que les clients pouvaient nous les demander. On mettait les choses dans un sac sur demande. La majorité de nos clients ne nous faisaient pas de demande de sac déjà. Donc, pour nous, c'était comme la deuxième étape qui allait un peu de soi, de tout simplement plus offrir de sacs. Donc, depuis déjà quelques mois, on avise nos clients de penser à amener leurs sacs réutilisables. On a mis des affiches un petit peu partout dans la librairie. Puis, on pense que ça va être une transition qui va se faire en douceur. Est-ce que vous prévoyez vendre des sacs réutilisables justement pour pouvoir pallier au manque là, si vraiment quelqu'un a besoin? C'est pas prévu qu'on réintroduise des sacs réutilisables. On en a déjà vendu à nos couleurs ici. On ne souhaite pas revenir vers ça. Puis on pense que les gens, en général, les consommateurs,
sont déjà habitués quand même. Là. Il y a plusieurs années qu'on a pris l'habitude d'avoir des sacs réutilisables dans l'auto, surtout pour l'épicerie. Mais on peut quand même les avoir pour d'autres achats, pour d'autres types de commerces que seulement les supermarchés. Puis on s'entend aussi que la majorité de nos clients viennent ici, n'achètent pas une tonne d'articles non plus. Donc c'est facile à mettre dans le sac à main, dans le manteau, de partir tout simplement avec dans les mains. Donc c'est comme ça qu'on pense que ça va se gérer du côté de la clientèle. Une belle initiative pour le Jour de la Terre. Merci beaucoup. Merci. Les moins de 35 ans sont invités pour la première fois dans la vallée à participer à un mini pèlerinage. Nous en discutons avec le petit frère Jacques. Jacques, petit frère Jacques, on est ici pour parler du mini pèlerinage qui s'organise ici dans la vallée. Dis-moi d'abord, c'est quoi un pèlerinage? Un pèlerinage, c'est une expérience qui existe depuis des siècles. Hein. On entend parler de Compostelle, puis en Europe, il y a une tradition de pèlerinage. On commence à redécouvrir ça ici au Québec de plus en plus. On fait un pèlerinage pour différentes raisons. Des gens vont le faire pour une question de santé, de marcher, parce qu'il y a des grands bienfaits à la marche, de contempler la nature, pour la simplicité aussi. Comme une simplicité volontaire, on sait qu'on est dans un rythme de vie très rapide ou avec beaucoup de matériel. Marcher avec très peu de choses. Et c'est l'occasion souvent de rencontres. D'abord, se rencontrer soi-même, se retrouver soi-même. Le pèlerinage correspond souvent à des moments de vie importants, des moments charnières. On voit des gens qui sont des jeunes retraités qui vont partir en pèlerinage à Compostelle, soit pour se retrouver un peu le sens de leur vie. Pour des jeunes, le pèlerinage peut correspondre aussi à le désir souvent de... On se pose des questions à un certain âge quand on est jeune. Qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est quoi ma profession, ma carrière, ma vocation aussi? Quel est le sens, la direction, le but de ma vie? Ouais. Alors, c'est dans ce sens-là souvent qu'on va faire un pèlerinage. Se retrouver soi-même. Un pèlerinage, c'est aussi l'occasion de rencontrer des personnes. On va marcher seul, des grands bouts, en silence, mais on va marcher aussi avec d'autres. Donc, c'est l'occasion de créer des liens avec des personnes. Et excuse-moi, oui. Je voulais savoir, le pèlerinage qui est proposé, le mini-pèlerinage, il s'adresse aux jeunes, mais ça peut être en bas de 15 ans aussi, s'ils sont accompagnés. Le mini-pèlerinage qui est proposé, c'est offert pour des jeunes de 15 à 35 ans. Les jeunes qui ont en bas de 15 ans, il peut y avoir des jeunes de 12, 13, 14 ans, mais on demande qu'ils soient accompagnés, qu'il y ait un adulte accompagnateur avec ces jeunes-là. Il y a les 15-35 ans aussi qui peuvent venir, évidemment, sans être accompagnés. Oui, absolument. Oui. Et là, ça va commencer à partir des Chevaliers de Colomb jusqu'à Lac-aux-Saumons, ensuite jusqu'à Saint-Léon-le-Grand. Parle-moi un peu du parcours. Le parcours. Alors, on dit un mini-pèlerinage parce que dans le diocèse, depuis 2004, certains connaissent le pèlerinage de jeunesse qui part de Rivière-Trois-Pistoles, qui va jusqu'à Pointe-au-Père au mois d'août depuis plusieurs années. C'est une semaine, c'est un 100 km. Cette fois-ci, c'est un 2 jours et demi, environ 38 à 40 km. Le point de départ, c'est vendredi soir, le 10 mai, à Amqui, à 19h, à la salle des Chevaliers de Colomb, pour la mise en route, pour la rencontre du groupe. Et le lendemain, la première grosse journée, on fait Amqui jusqu'à Lac-aux-Saumons. On se rend ici, à Myriam-de-la-Vallée, qui va être le lieu d'accueil pour la soirée, le souper, la soirée. Et le dimanche, on va partir de Lac-aux-Saumons pour se rendre jusqu'à Saint-Léon. C'est vraiment un beau travail sur soi qui va être effectué. Oui, et puis, pour s'inscrire à ça, comment ça fonctionne? Alors, vous allez voir les coordonnées à l'écran. Il s'agit de contacter Julie-Hélène Roy, qui est responsable du projet, avec différentes personnes, qui est une personne qui est engagée au diocèse. Et vous avez ses coordonnées, téléphone, l'adresse courriel. Puis Julie-Hélène pourra faire connaître plus de renseignements. Dans le peu de temps qu'on a, c'est moi l'occasion de donner tous les détails pour se préparer, le matériel, tout ce qu'il faut penser pour la préparation. Alors, merci beaucoup et félicitations pour ton implication. Merci beaucoup, puis au plaisir de vous voir aussi, peut-être vous croiser sur la route dans la vallée. Au revoir, puis bienvenue à tous. Voici maintenant Jonathan Lévesque, directeur des loisirs pour la ville d'Amqui, qui va vous aider à mieux planifier votre été avec vos enfants, entre autres.
Jonathan, on va parler des inscriptions qui sont en cours présentement pour les jeunes, pour les vacances scolaires. Parle-moi, qu'est-ce qui leur est réservé? Oui, en ce début d'été, on a toutes les activités estivales, donc pour tenir occupés nos jeunes durant leur période de congé. On pense au soccer avec le Blizzard d'Amqui. On a aussi Baseball Valley qui revient en force cette année. Donc, ils ont eu une très belle saison l'année dernière. Donc, on espère encore une belle saison pour eux. On a une nouvelle session de natation qui commence pour apprendre les jeunes à nager, pour pouvoir profiter des beaux plans d'eau durant tout l'été avec nos enfants. Donc, qui devrait se dérouler dans le début mai, la nouvelle session. Donc, on a beaucoup d'activités pour nos jeunes au niveau des inscriptions qui vont se dérouler, donc pour les tenir occupés. Et pour le camp de jour, tout ça, il faut vraiment faire vite, hein, je pense, parce qu'il y a toujours beaucoup de gens qui veulent en profiter. En effet, on donne une priorité aux gens qui viennent d'Amqui. Donc, normalement, on prend toutes les inscriptions des gens qui habitent à Amqui. Par la suite, si on a de la disponibilité pour les gens qui viennent de l'extérieur, donc on les ajoute au groupe en fonction des normes qu'on a au niveau des camps du Québec. Et Jonathan, je crois qu'il y a des postes vacants pour la ville d'Amqui sur lesquels certaines personnes peuvent appliquer. En effet, on a quand même une grande quantité d'offres d'emploi qu'on a cet été. Donc, si je peux en faire la liste, on aurait le camping d'Amqui qui cherche des emplois, des employés. On a le kiosque touristique. On a aussi le camp de jour. Au niveau des travaux publics, on a de la place pour des employés au niveau des étudiants ou des moins de 30 ans, en fait. Et aussi au niveau de l'urbanisme. Donc, on est à la recherche d'employés de ce côté-là. Donc, ça nous permet d'aller au moins de 30 ans parce que le programme fédéral nous permet cette année d'aller chercher plus d'employés, de ratisser un petit peu plus large. Donc, les moins de 30 ans sont éligibles au programme de subvention auquel les municipalités, les organismes peuvent appliquer. Il y a même un poste pour la berce spondyle aussi que vous avez ouvert cette année. En effet, on a ouvert 2 postes pour la berce spondyle, entre autres. Si on est capable, on va pouvoir peut-être même augmenter notre offre de ce côté-là, mais on espère en avoir 2. Donc, c'est quelque chose qui est une préoccupation dans la région précise au niveau d'Amqui. Donc, on a fait avec l'OBVR beaucoup de recherches. Donc là, on veut passer en mode action, la ville d'Amqui. Donc, on veut avoir des employés qui vont être présents pour faire l'éradication sur les terrains publics de la ville. Et aussi, on est toujours en mode pour la population de donner l'information, comment pouvoir mieux contrôler cette plante envahissante. Alors, toutes les informations se retrouvent évidemment sur Facebook et en passant aussi par la page, le site web de la ville d'Amqui. Exactement. Donc, et aussi, on peut téléphoner à notre personnel, donc au 418-629-4242. On va se faire un plaisir de pouvoir répondre à toutes vos questions. Et si vous êtes intéressé à venir travailler pour la ville d'Amqui, ça va nous faire un plaisir de vous accueillir. Merci, Jonathan. Merci. Je suis en compagnie de Frédéric Michaud pour vous inciter peut-être à inscrire vos enfants au baseball mineur cet été pour joindre une équipe dynamique. Frédéric, dis-moi, ça existe depuis combien de temps le club? Cette année, c'est notre 2e année. Donc, on est bien content de recommencer en force notre 2e année cette année. Et combien de joueurs peuvent faire partie de cette équipe? Bien, comme l'année passée, on était 70 jeunes au total. Cette année, on espère d'être au moins la même chose que l'année passée et même plus. Et il y a assez de coachs pour accueillir encore plus d'enfants cette année? Pour les coachs, on est à la recherche justement de parents entraîneurs qui sont intéressés à travailler avec une gang de jeunes motivés pour développer leur habilité technique au baseball. Aussi, il va y avoir des formations de coach payées par Baseball Valley aussi. Les dates vont sortir bientôt. Puis aussi, on a 2 projets là, pour la ville. On a demandé 2 projets pour des emplois étudiants, dans le fond, pour l'été. Donc, c'est à peu près ça, oui. Ouais. Et puis, les entraînements sont à quelle fréquence durant la semaine? Durant la semaine, tout dépendamment du nombre d'équipes aussi qu'on va avoir, mais c'est au moins 2 pratiques par semaine là, selon le niveau. Là, atome, moustique, puis oui, ici on a du bantam. Là. Puis pour les rally caps, ça va être de 1 pratique par semaine. Okay.
Et est-ce qu'il y a des tournois avec d'autres clubs aux alentours? Oui, c'est sûr que encore là, on va se rencontrer avec les autres associations, soit Matane, Rimouski, Montjoli, puis même Trois-Pistoles, La Pocatière, Rivière-du-Loup. C'est sûr que pour les parties durant la saison, ça va plus être ici dans le Bas-Saint-Laurent, donc Rimouski, Montjoli, Matane, puis nous autres. Ouais. Et pour équiper un enfant, est-ce qu'on doit y acheter le chandail de l'équipe, la casquette, tout ça? Qu'est-ce qu'on doit acheter pour équiper notre enfant? Dans le fond, là, ce que le Baseball Valley fournit, c'est le costume. C'est sûr que le chandail baseball comme je porte là, c'est Moustique, Pee-wee puis Bantam que c'est fourni. Sinon, Atom, c'est les Timbits. Puis pour les Rally Cap, l'année passée, c'était Dairy Queen qui était le commanditaire officiel. Cette année, c'est pas officiel encore, mais ça devrait être les Caisses des Jardins. Et toi, j'imagine que quand tu étais petit, tu as probablement joué au baseball. Qu'est-ce que ça apporte à un enfant de faire partie d'une équipe, de jouer comme ça? Ben, moi, j'ai joué au baseball. J'ai fait mon baseball mineur Moustique puis Pee-wee. Après ça, j'ai arrêté. Mais le baseball, ce qui est le fun, c'est que tu développes des habilités individuelles, mais dans un sport d'équipe. Fait que c'est stimulant. Puis ce qui est le fun du baseball, c'est que peu importe ton niveau, ben tu vas participer, là. Un moment donné, c'est ton tour de jouer, puis c'est le fun parce que l'année passée, on a vraiment vu des jeunes qui commençaient là, vraiment à la base, puis on a fait un développement fou durant l'année. Là, c'était vraiment le fun à voir. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui ont dit « Oui, je veux revenir l'an prochain ». Oui, bien, j'ai hâte de voir, mais oui, l'année passée, là, quand on a terminé la saison, là, il y avait plein de jeunes encore de motivés pour se réinscrire cette année. Et est-ce que vous jouez beau temps, mauvais temps ou quand il pleut, c'est remis à la prochaine fois? La politique d'annulation n'est pas encore au point, mais ça va sortir bientôt. Là. Probablement, ça va être un peu comme le soccer. S'il n'y a pas d'éclair, ben, on joue. Puis, mais ça va sortir bientôt. D'accord. Alors, si un parent veut donner son nom pour pouvoir être coach ou, je sais pas, être bénévole, ou est-ce qu'on te contacte personnellement ou c'est par la page Facebook de Baseball Valley? Oui, exactement. Nous écrire en privé sur la page Baseball Valley, puis on répond à tout le monde. Là. Ouais. Alors, on vous souhaite une excellente saison. Juste avant de terminer, j'aimerais savoir les inscriptions, comment ça se passe exactement? Les inscriptions, il y a des pamphlets qui ont été distribués dans toutes les écoles. Le mémo va être sur la page aussi Baseball Valley. Donc, ça va être le 4 mai prochain à la salle communautaire. Donc, on vous voit en entrant, on ne peut pas vous chercher. C'est ça, exactement. Bon, merci beaucoup, puis on vous souhaite une bonne saison. Merci beaucoup. Donc, Mike, on se retrouve pour la chronique livre. T'as fait des belles lectures, des belles découvertes cette semaine pour nous. Qu'est-ce que t'as à nous proposer comme lecture? Le premier livre que je vais vous parler, c'est un livre qu'on m'a obligé à lire, mes collègues à l'Hôtel de Ville et mes patrons. C'est Les adultes surdoués. Et non, ce n'est pas vrai, je ne l'ai pas vraiment lu. Mais ça peut quand même être intéressant. Vous pouvez savoir qu'on l'a. Ce que j'ai lu, par contre, c'est Les vieux fourneaux. Okay. C'est un livre qu'on a acquis il n'y a pas très longtemps. J'ai pas osé le lire, mais une abonnée l'a emprunté. Puis lorsqu'elle a retourné, j'ai demandé si c'était bon. Puis elle m'a dit que c'était excellent. Donc, moi-même, je l'ai lu et c'est effectivement excellent. Ensuite, je l'ai suggéré à 2 autres personnes qui l'ont aussi trouvé excellent. C'est l'histoire de 3 tannants de 80 ans qui assistent aux funérailles de l'une des conjointes des 3 tannants. OK. Et il découvre que sa conjointe, qui est décédée, a eu une aventure 50 ans auparavant. Donc, il part faire un crime passionnel 50 ans après. Oh, et les 2 autres font des centaines de kilomètres en voiture pour l'empêcher de le faire, avec la petite fille du dernier qui est enceinte de 5 mois. En tout cas, c'est rocambolesque. C'est très drôle. Les images sont magnifiques. Il y a un film qui est sorti en 2018, mais on n'a même pas le goût de voir le film parce que le film se fait dans notre tête avec cette bande dessinée. Donc, je le suggère fortement. Est-ce que l'histoire se déroule dans la BD ou il y a une série de ça? Il y a une série, c'est 5 tomes. OK. Et je crois que ça se termine à 5.
Donc, tu as les 5 tomes en main? À 4, le 5e est en commande. Ah, parfait. Mais je le suggère fortement. Ça a l'air très divertissant. On en connaît tous des tannants, hein? Oui, des vieux Oh, tannants. oui, hein? Des vieux tannants, oui. Le deuxième livre que je veux vous parler, c'est de William H. McRaven. Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit. Oh. C'est, vous avez peut-être vu sur Facebook la vidéo d'un amiral des forces spéciales qui parle de 10 règles pour changer sa vie. Oui. Mais c'est le livre qui vient de ça. OK. Et la première règle, c'est de commencer par faire son lit. OK. Toi, tu l'as lu, ce livre-là? Oui, je l'ai lu. Puis c'est vraiment excellent. C'est très court, ça se lit très bien. Et je vous suggère, si vous voulez prendre des bonnes résolutions ou si vous voulez convaincre votre ado à faire son lit, je vous suggère à le lire. Et toi, est-ce que ça a changé ta vie? As-tu commencé à faire des changements? J'ai commencé à faire mon lit le matin. Est-ce que tu te sens plus un homme de pouvoir maintenant que tu fais ton lit? Oui, parce qu'il explique les raisons pourquoi c'est important de faire son lit le matin. Okay. Ça commence par une tâche accomplie. En gros, ça commence comme ça. Ah, ben c'est bon, ça. Je pense que je vais l'emprunter tantôt. Et le troisième livre, excusez-moi, je vais vous parler, c'est plus un défi que je vous lance, parce que ceux qui viennent à la bibliothèque savent que j'aime exposer mes livres, j'aime ça qu'on les voit. Et là, c'est un très beau livre que j'ai trouvé que je n'ai pas lu, et que si vous voulez lire, me dire si c'est bon, ben on pourrait échanger là-dessus. C'est L'étrange ville de Grimsley, d'Alison Noël. C'est la série éternelle, c'est des romans pour ados, mais aussi que les adultes peuvent lire. Donc, je la trouve très jolie. Tout à fait, c'est magnifique. Les illustrateurs se dépassent, hein? De plus en plus. Donc, si vous lisez, vous pouvez me dire si c'est bon, oui ou non. Donc, un défi, venez emprunter ce livre-là à la bibliothèque d'Amqui. Mike, tu m'as parlé tantôt que tu as fait une petite nouveauté dans ton entrée. Oui, dans mon entrée, j'ai une table à nouveautés extrêmes. Donc, c'est des livres qui n'ont jamais été empruntés. Des livres que j'ai mis dans le système la semaine passée et cette semaine et que je vais continuer à faire à chaque semaine aussi. Donc, si vous voulez être le premier à emprunter un livre, il y en a que c'est ça un peu leur but, hein? Être le premier à emprunter un livre. Dans la table, tout de suite en entrant à votre droite, il y a les nouveautés. Tout à fait, puis ils doivent revenir en bonne condition parce que vous êtes les premiers à les emprunter. Donc, merci Mike pour ces belles découvertes. Bien, merci à vous. Puis, on se reparle bientôt pour d'autres découvertes lecture. Excellent, merci. Merci. La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. 2 clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Et il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes. Puis deux, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV et parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de schnout de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi. C'est ce qui conclut cette émission. Vous avez vous aussi une nouvelle annoncée ou un événement à promouvoir, téléphonez-moi au 88 629 4503 ou écrivez-moi à l'adresse journaliste@tvcmatapedia.com. Et n'oubliez pas qu'il n'y aura pas de télé-bingo ce dimanche de Pâques. Il sera de retour le 28 avril avec 700 $ en prix. Et que ce soit pour vos convictions religieuses ou non, joyeuse Pâques à toutes et à tous. À la semaine prochaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.
La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu, tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être.